Les gens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux personnels. Il y a des gens sur LinkedIn, mais il n'y a pas tout le monde. Utiliser les réseaux sociaux personnels, c'est un moyen d'aller chercher des gens qui ne viennent pas à nous. Là, les gens ne vous connaissent pas, les gens ne vous cherchent pas, et donc les gens ne viennent pas à vous. Donc en fait, l'inbound sur ces métiers, il n'existe pas vraiment. C'est fini les job descriptions qui font 3 pages, il faut un truc qui soit rapide, on aille droit au but, qu'on explique le blabla, en fait les gens n'ont pas le temps. On est sur les réseaux sociaux, ça va vite, donc il faut être droit au but. Nous, ce qu'on observe et ce qu'on recommande, c'est carrément d'être capable de faire une offre en moins de 48 heures. Ça y est, le recrutement est enfin à un niveau de direction générale. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Salut à toi Camille. Salut. Comment tu vas ? Très bien, merci. Je fais genre qu'on vient juste de se parler, que c'est depuis 30 minutes que tu fais goûter des chocolats. Longue histoire, mais ouais, ton frère et toi, vous avez lancé un business qui s'appelle le Racine Carrée. Absolument rien à voir avec l'épisode qu'on va enregistrer, mais j'en parle parce que c'est trop bon. J'ai trop kiffé pour la dégustation, donc merci pour ça. Avec plaisir. Racine plus loin, Carré, un chocolat incroyable, mais je vous laisserai aller découvrir sur le site. Pour vous qui nous écoutez, comme vous le savez, moi je suis un grand fan de chocolat, donc quand en plus d'un épisode, on m'offre des tablettes, je suis trop content. Mais on parlera pas de chocolat pendant cet épisode. T'aurais bien aimé peut-être ? J'aurais bien aimé, en tout cas on peut peut-être manger du chocolat en parlant. Alors, oui et non. J'ai fait un jour un podcast avec un mec qui s'appelle Damien Cavaillès de We Love Dev, je sais pas si ça te parle, et du coup il m'avait ramené du pecorino, et on avait commencé par manger du pecorino parce qu'il revenait d'Italie. Pire idée parce que ça te rend la bouche pâteuse, et donc les 5 premières minutes de l'épisode étaient terribles, où j'étais juste là en train de digérer mon pecorino. Donc mauvaise idée. Ok. Mais après, si tu veux. On en a déjà fait avant, on pourra refaire après. Du coup, Camille, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 minutes ? Ouais, bien sûr. Donc moi je suis Camille Cosnefroy, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, dont un, j'en parle parce que j'en ai un qui vient de naître il y a 2 mois. Donc mes nuits ne sont plus si courtes que ça, mais elles sont pas non plus évidentes. Voilà, j'ai commencé dans le digital il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, notamment chez Google. Puis j'ai monté ensuite différentes entreprises autour d'Internet. J'ai bossé pas mal dans le digital. Et j'ai rejoint Seiza il y a bientôt 9 ans, je crois, avec un peu cette ambition d'apporter du digital et des solutions de marketing digital au monde du recrutement. Et j'ai repris la direction générale de la société il y a 6 ans. On a opéré un changement complet du modèle. Et on s'est spécialisé sur les métiers de terrain, dont on va parler aujourd'hui. Et on a cédé l'entreprise, donc on a revendu l'entreprise fin 2024, il y a quelques mois, à un groupe international basé au UK qui s'appelle Adzona, qui est un agrégateur d'emploi, un équivalent de Indeed, mais au UK. Et j'occupe toujours donc, mon poste au sein de Seiza, et je m'occupe en plus de l'intégration de Seiza au sein d'Adzona. Trop bien. Donc du coup, t'as pas créé Seiza, tu l'as rejoint en cours de route. Exactement. Ça avait déjà une petite année d'existence et trop stylé. Et après, par contre, t'as aidé là à la revente. Trop bien, mais incroyable. Et tu vas nous raconter du coup de toute façon évidemment ce que fait Seiza. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, moi j'ai 2 questions que je pose à tous mes invités pour cette saison 3. La première, c'est ton utopie du recrutement. Elle ressemble à quoi ? Il y a du chocolat partout ? Ça peut être une bonne idée, non ? Je pense que alors c'est beaucoup plus terre à terre, mais nous, un de nos combats et nos gros sujets autour de Seiza, c'est de faire que les candidats puissent être traités à leur juste valeur, avoir à minima des réponses, idéalement des réponses rapides et des processus clairs, parce qu'on va en parler aujourd'hui, mais on se rend compte que plus le process est efficace et rapide, plus on augmente ses chances de recruter. Et donc, le jour où tout le monde sera équipé correctement, on aura des candidats heureux et des recruteurs heureux. Incroyable. Et ce que j'aime bien, c'est que ça, tu vois, genre, t'as beaucoup de gens... Hier encore, j'étais à une réunion avec APEC et NDRH qui disaient « Oui, c'est surtout pour la génération Z, machin, et puis les cas... » Non, c'est tout le monde. Genre, que tu sois... que t'aies 0 diplôme ou que t'aies un doctorant, que t'aies 18 ans ou que t'en aies 80, dans les 2 cas, tu veux de la rapidité, de l'efficacité, de la transparence. C'est intergénérationnel, intermétier et tout ça, quoi. Autre question pour toi, est-ce que tu as un coup de gueule, est-ce que tu es vénère ? Il y a un truc qui te met en colère, à part du coup de voir que tes collègues derrière font du bruit et du coup tu leur dis genre arrêtez de faire la machine à café, c'est ça que tu sais, je t'ai vu. Est-ce qu'il y a un truc un coup de gueule que tu as envie de passer ? Alors justement, pour rester sur ce thème, je dirais que j'aimerais bien que les entreprises déjà traitent les candidatures. Ouais.
parce que c'est pas toujours le cas. Alors parfois on est débordé de candidatures et donc on n'y arrive pas, mais je pense que maintenant on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de traiter les candidatures et surtout que les entreprises arrêtent de ghoster les candidats. Là on a mené une enquête qu'on mène tous les ans et en fait on se rend compte à nouveau qu'un candidat qui a été ghosté n'a plus du tout envie de recandidater à cette entreprise et donc c'est un élément super négatif et ça serait bien d'arrêter. Trop bien. Ouais, je pense que tes stats croisent les stats de Yago que tu lis sûrement chaque fois qu'elles sortent tous les ans avec l'IFOP et c'est pareil, les gens ils veulent des réponses, ils veulent pas des templates génériques et en même temps côté entreprise, tu vois, genre, moi c'est ce qui m'a choqué hier là, c'est marrant parce que c'est tout frais mais à la NDRH, les gens qui disaient mais en même temps flemme, nous on n'a pas le temps de faire ça, enfin des RH qui disaient on n'a pas le temps de gérer les candidatures et qui du coup arrivent pas à comprendre l'impact que ça a, notamment une boîte B2C où si tu réponds pas, les gens juste ils vont voir ailleurs en fait. Là tu vois, il y avait l'exemple d'une boîte qui est dans les équipements sportifs et du coup les gens qui disent si je réponds pas, je vais aller acheter ailleurs que là et du coup c'est une perte qui peut se chiffrer à des milliers voire des millions pour une boîte d'avoir une mauvaise expérience candidat, mais on va en parler. Pourquoi moi je trouvais ça intéressant de t'avoir dans le podcast, parce que tu as une approche de recrutement qui est différente de la plupart des gens que j'ai eu jusqu'au début de podcast. Moi souvent les gens que j'interroge ils recrutent plutôt des cadres, des gens qui sont présents sur LinkedIn, dans des boulots plutôt genre en mode pénurie et autres, où tu te bats pour un candidat, où tu les chasses avec des messages d'approche magnifiques et autres. Toi, tu fais des trucs hyper différents. Déjà, avant qu'on rentre dans la première question que j'aurais pour toi, qui est comment tu recrutes des profils qui sont moins qualifiés, des profils qui sont non cadres, qui sont pas sur LinkedIn. C'est quoi Seiza ? Ouais, alors Seiza, c'est une techno qui a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et en fait, on a commencé en développant une technologie qui permet de sourcer les candidats sur les réseaux sociaux personnels. Donc toute l'idée, c'est aujourd'hui, les gens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux personnels. Il y a des gens sur LinkedIn, mais il n'y a pas tout le monde. Et utiliser les réseaux sociaux personnels, c'est un moyen d'aller chercher des gens qui ne viennent pas à nous. Parce que, on sait, alors en particulier en ce moment, des taux de chômage assez bas, que ce soit en France, en Europe, aux US, oui. On se rend compte que aller chercher les gens, soit on y va sur LinkedIn avec des messages ou plein de techniques que vous connaissez mieux que moi, mais quand les gens ne viennent pas, enfin quand les gens ne sont pas sur LinkedIn, il faut aller les chercher autrement et les réseaux sociaux personnels, c'est un bon moyen de le faire. Donc Seiza, historiquement, c'était une technologie qui permet d'aller chercher massivement des profils sur les réseaux sociaux. Et en fait, on s'est rendu compte, ça vient d'une frustration qui est que justement, quand on apportait beaucoup de candidats, les recruteurs n'avaient pas forcément le temps ou parfois l'envie de traiter ces candidatures alors que elles avaient quand même... elles valaient quand même quelque chose. Et on a développé une plateforme qui permettait d'automatiser les premières étapes du processus de recrutement et donc de s'assurer que les candidatures étaient traitées. Et comme on va le voir tout à l'heure, plus les candidatures sont traitées, plus elles avancent dans le process. Et plus elles avancent dans le process, plus il y a de recrutement. Trop stylé. Et ça, c'est là où du coup t'as cassé un peu ce côté où c'est hyper galère d'avoir des gens qui sont pas sur LinkedIn, mais du coup la question pour commencer c'est pourquoi ils sont pas sur LinkedIn. Je sais pas, demain un agent de prod dans une usine, un menuisier, une serveuse, pourquoi ils sont pas sur LinkedIn ? Simplement parce qu'ils n'y trouvent pas vraiment d'utilité, pas forcément d'intérêt, pas forcément le temps non plus. Alors encore plus maintenant, tu le sais, mais le monde de LinkedIn devient de plus en plus particulier. C'est pas de quoi je peux parler, les influenceurs, les coachs de coach et autres vendeurs de formation à l'IA, c'est ça ? Voilà, okay. Je pense que ça n'intéresse pas tout le monde et parfois ils ont même raison, je pense, de pas y être. Mais donc du coup, on est sur des profils qui simplement ne trouvent pas d'intérêt à LinkedIn. Parfois, ils ont une vision de leur carrière qui est différente quand même d'un cadre. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on essaye de travailler. Mais c'est vrai que on est aussi face à des individus, en fait, leur métier ne se passe pas derrière un ordinateur. Ne se passe pas non plus forcément devant un téléphone. C'est-à-dire que quand on est manutentionnaire, quand on travaille sur une chaîne de production, on laisse son téléphone dans son casier et on ne le regarde pas la journée. Voilà. Et en fait, c'est vrai que quand les gens rentrent le soir ou à la pause déj, ils préfèrent aller sur les réseaux sociaux perso que d'aller passer du temps sur LinkedIn. Donc, ils ne sont pas sur LinkedIn. C'est même des gens... Ça fait rigoler parfois, ça surprend un peu, mais on s'adresse à des personnes qui n'ont pas de mail pro. Oui, voilà. Tu n'as pas de mail professionnel. Bien sûr. Et donc, on est face à des individus qui ont aucun intérêt d'aller sur LinkedIn. En revanche, ils consomment énormément les réseaux sociaux perso, ils passent énormément de temps, et donc c'est un super moyen. Ouais, c'est là où c'est important. Mais c'est vraiment ce que tu dis, parce qu'on a formé des équipes de Le Saint-Gobain il y a quelques mois, et du coup, parce que ils ont, par exemple, les gens qui sont chez Point P, ils ont officiellement un mail pro, mais juste ils ne s'en servent pas. Ouais. Parce que quand tu es vendeur dans un Point P, ton quotidien, c'est être avec des clients, les renseigner, les aider, tu cours à droite à gauche, et en fait, du coup, il y a un enjeu RH là-dessus aussi, c'est par exemple, tu vois, sur le e-learning, comment donner des e-learning à des gens qui n'ont pas forcément de téléphone pro, et en fait, qui juste n'ont pas le temps de le faire, et qui n'ont juste pas l'envie. Et donc, c'est là
ou c'est c'était tout le sujet que Facebook avait essayé de craquer avec Workplace, qui est comment est-ce qu'on interagit avec des gens qui n'ont pas de mail pro, mais à un moment donné, c'est important que le big boss de la boîte passe les messages à des gens qui n'ont pas d'adresse email pro. En l'occurrence, ils voulaient le faire via un réseau social d'entreprise qui était très similaire à Facebook, et d'ailleurs sur lequel on se connectait grâce à son adresse email perso. Ça s'est arrêté, mais il y a pas mal d'initiatives dans ce sens-là. Trop bien. Et du coup, la grande question pour ça, donc sur les deux, en gros, tu es une entreprise aujourd'hui, j'ai deux manières de faire du recrutement. Manière numéro 1, c'est j'attire les gens, on appelle ça l'inbound, gros mot un peu barbare. Donc qu'est-ce que je peux faire pour attirer des profils qui, comme tu dis, ne sont pas sur LinkedIn? Et deuxième chose, si j'y arrive pas, tu me diras après, c'est comment je vais les chercher, comment je les source, comment je les chasse, alors que je sais même pas s'ils ont une présence en ligne. Ouais. Alors historiquement, c'était assez simple, puisqu'en fait, les gens viennent à vous par l'emploi. Je cherche un boulot, où sont les boulots? Sur des sites d'agrégation d'emploi, sur des job boards, ce genre de choses. Et donc les gens cherchaient un boulot, tombaient sur moi, par hasard ou pas, mais ils me trouvaient. La grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est très souvent sur des situations de pénurie, dans des zones géographiques qui ne sont pas forcément évidentes, où le plein emploi est assez fort. Là, les gens ne vous connaissent pas, les gens ne vous cherchent pas, et donc les gens ne viennent pas à vous. Donc en fait, l'inbound sur ces métiers, il n'existe pas vraiment. Comment tu fais de la marque employeur quand tu es, je sais pas, une boîte qui fait de la location de camions à Loudun, dans la Vienne? Alors, ils essayent parfois de mettre de faire de l'affichage dans la rue, sur les panneaux de bus, ce genre de choses. Mais très souvent, ça coûte cher. L'impact est quand même limité et pas forcément mesurable, et donc c'est clairement pas évident. Donc c'est vrai que l'inbound sur ces métiers, sur des situations où il y a plus d'offres d'emploi que de travailleurs, c'est assez compliqué. Et donc c'est par rapport à ça où toi, qu'est-ce que tu proposais à une entreprise qui se dit j'ai fait mes affiches dans la rue, j'arrive pas à attirer les gens, comment je fais? C'est quoi les solutions pour aider une boîte qui se dit aujourd'hui oui, je suis dans cette situation, j'ai pas de candidats qui viennent à moi, aidez-moi? Les gens ne viennent pas à moi, allons aux gens. Et donc la logique, c'est d'aller proposer une offre d'emploi à quelqu'un qui ne cherche pas forcément, ou pas forcément une offre d'emploi d'ailleurs, mais aller soumettre mon marque employeur, mon image à des candidats potentiels, et en l'occurrence les réseaux sociaux sont un super moyen de le faire, et en particulier les réseaux sociaux perso. Donc tu mets quoi? Instagram, TikTok, Facebook? Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, Pinterest, voilà. On peut s'amuser à aller sur tous les réseaux. Les réseaux classiques fonctionnent très bien, puisque y a beaucoup de monde et ce monde passe beaucoup de temps. Et donc au global, c'est des ads, tu vas payer par contre, parce que c'est pas gratuit tout ça. Tu peux le faire en gratuit, mais c'est plus compliqué. Ouais, c'est très compliqué. On sait que l'organique est très peu mis en avant par tous ces réseaux sociaux, leur intérêt étant de générer du chiffre d'affaires. Mais oui, effectivement, la technologie est assez classique. C'est utiliser la publicité, pousser une offre d'emploi sur le métier qui concerne la personne, dans la zone géographique qui la concerne également. Et plutôt que de recevoir une publicité pour un voyage ou une paire de chaussures, on lui met en avant une offre d'emploi. Ouais. Il y a des gens qui ne vont pas du tout être intéressés, il y en a d'autres qui vont pourquoi pas être intéressés. On parle de candidats passifs, je ne cherche pas un boulot, mais je peux être intéressé par une opportunité. Et quand on met en avant les avantages du job, quand on est transparent, quand on donne envie, avec une image, une vidéo qui met en avant l'entreprise, il y a des candidats qui vont être intéressés, qui vont se dire pourquoi pas, j'ai envie de postuler. Et là, c'est tout le sujet commence, on va leur proposer un parcours extrêmement simplifié, puisqu'on n'est pas sur des candidats intentionnistes qui cherchaient du boulot, mais on est sur des gens qui, au milieu de leur pause déj, sortent leur téléphone, scrollent sur Instagram et se disent « Ah tiens, il y a un job intéressant qui est encore plus proche de chez moi et qui a l'air d'être peut-être mieux payé, peut-être dans des conditions plus favorables, j'ai envie d'aller voir ». Et là, on leur propose en l'occurrence de candidater en quelques clics, sans être dirigé sur un énième site carrière qui ne fonctionne pas sur un mobile, sans demander un CV, sans demander de motivation, mais vraiment en se concentrant sur les éléments clés, évidemment le nom, prénom, email, numéro de téléphone, mais également quelques questions qui vont permettre ensuite aux recruteurs de se dire si le candidat est pertinent ou pas. Ça m'amène deux questions sur ça. La première, c'est grosso modo, c'est quoi la répartition? Parce que de l'ads sur des réseaux sociaux, tu peux faire de l'image, tu peux faire de la vidéo, tu peux faire des sortes de mini-sites un peu en intégré. C'est quoi grosso modo la répartition? Tes clients, ils font plus quoi? Plus image, plus vidéo, plus même pas en texte, je pense pas que ça marche, mais... Non, en texte, on n'y est plus vraiment, mais... Venez, on recrute. Non, alors, texte, en réalité, si, je te dis une bêtise, c'est que on se rend compte que ce qui fonctionne, c'est le droit au but.
Donc c'est Bah ouais. une image, la réalité, souvent prise avec son téléphone, une photo prise au téléphone. C'est les clients eux-mêmes qui font les vidéos, les images. Alors Toi, tu on, te on déplaces peut, pas on forcément. leur fournit aussi parfois des images, mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est C'est authentique, ouais. les choses les plus authentiques qui fonctionnent. De fou. La belle vidéo un peu léchée, qui donne très envie, elle est intéressante, mais ça va rarement générer des candidatures. Ou tu le fais parce que je suppose que tu peux le faire plusieurs. Enfin, le principe de la pub, c'est du retargeting. Donc, tu peux faire une première. Si tu vois que la personne s'engage avec ta première vidéo, tu peux en faire une deuxième, puis une troisième, puis une image et autres, jusqu'à ce qu'il clique comme les paires de chaussures ou de t-shirts, je sais pas. Genre, t'es là, genre, oui, j'ai compris, ça fait depuis 6 fois que genre, allez, j'achète, c'est bon, je cède. Exactement, alors on peut faire ça. Après, il faut bien avoir en tête qu'on est quand même face à des directions des ressources humaines qui n'ont pas toujours des vidéos extraordinaires ou on n'est pas face à des directions marketing. Donc on fait avec ce qu'on a, mais on se rend compte cependant que plus on est transparent, plus on est direct, plus ça fonctionne. Parce qu'à un moment donné, les gens ont envie de... Alors ils ont envie de rêver, hein, mais on a envie de rêver quand on achète quelque chose. Par contre, quand je cherche un boulot, j'ai envie de voir ce qui est la réalité, quoi. À quoi ça va ressembler, combien je vais te payer, quels sont les avantages. À un moment donné, j'accepte des conditions. Je veux pas qu'on me mente ou qu'on me vende du rêve. En termes de stats, tu dirais, c'est quoi? C'est l'attente numéro 1, le salaire, ou tu sais quoi, aller le top 3 des attentes candidats, et genre le top 3 des trucs, tout le monde s'en fout. Genre la RSE, tout le monde dit que c'est génial. En fait, au final, c'est pas ça qui va faire postuler les gens. C'est quoi le top 3 pour toi? C'est pas forcément évident de te dire un classement, mais c'est sûr que quand on présente le salaire, quand on présente le fait d'être recruté en quelques jours, en quelques heures, bah, ça donne tout de suite très envie. Ouais. C'est vrai que des conditions de RSE, ce genre de choses, ça peut être un plus parce que les candidats, malgré tout, et même les candidats de terrain, ils sont sensibles. Bien sûr. Cependant, c'est pas ce qui va faire cliquer sur une bannière publicitaire. Ok. C'est quoi, genre, je sais pas, une des meilleures pubs qui aurait le plus fonctionné? T'aurais en tête un truc qui marche? Qu'est-ce qui a mieux marché en termes de volume de candidatures pertinentes? Est-ce qu'il y a un truc qui te vient d'un... T'es pas obligé de citer le client ou, Ouais, alors un truc qui est bien, c'est quand on va tout de suite dans des registres de l'humour ou quand on s'adapte à sa génération. Je pense notamment on a pas mal de clients dans la restauration rapide qui cherchent des équipiers, des managers, ce genre de choses. Quand on utilise les codes de cette tranche d'âge, ça fonctionne tout de suite très bien. Donc c'est des trends par exemple TikTok ou Insta que tu vas reprendre. Ouais, exactement, des trends TikTok, des mèmes, genre de choses qui fait sourire et parfois aussi permet de dire au candidat en fait cet employeur a de l'humour, cet employeur a envie est en adéquation avec ma génération, j'ai envie d'aller voir. Après, il faut qu'en effet, derrière, quand tu rentres dans la boîte, ça soit pas juste de la com, mais juste de l'humour. T'as des fois des gens qui font des trends et derrière, donc voilà, des trends pour les gens qui nous écoutent, c'est des tendances. Donc c'est des gens, ce que les gens font encore et encore. Tu reprends une tendance. Un bon exemple, c'est le Leclerc de Pont-l'Abbé qui reprend plein de trends, par exemple, et qui arrive du coup là-dessus à faire un succès de malade sur les Insta et les TikTok. Mais donc du coup, faut pas que les gens en arrivant le premier jour se disent en fait on m'a menti, genre ils ont l'air drôles sur leurs vidéos. Et en vrai, il faut que je les vous vois. Ouais, alors après, ça reste le monde professionnel, mais j'ai déjà tendance à penser que faut que le process de recrutement, si on donne un ton un peu sympa, il faut que le process de recrutement soit dans cette tendance-là. Tu me fais une excellente transition vers la deuxième partie que je voulais aborder, qui est le process. Incroyable. J'ai même pas besoin de faire mon boulot. Je vais te laisser en roue libre pendant 30 minutes faire l'épisode à la place. J'adore. C'est incroyable. Et je vais manger du chocolat en attendant. Tu parles de process. Un process efficace, pour toi, c'est quoi? C'est quoi un bon process? Alors, un process efficace, pour moi, c'est un process qui déjà va être rapide. On parle de métier de terrain, on est sur des candidats qui sont extrêmement volatiles, on parlait de candidats passifs, c'est-à-dire que j'ai candidaté de manière très opportuniste. Si on met un mois à me rappeler, en fait, je suis passé à 10 fois à autre chose. J'ai même oublié que j'avais candidaté. Oui. Donc là, on a besoin d'apporter de la dynamique, comme finalement dans un modèle commercial. Quand un commercial reçoit un lead, il va rappeler rapidement son lead parce que sinon le lead est passé à autre chose et elle est à la concurrence. Donc la dynamique elle est exactement la même. On a parlé effectivement des réseaux sociaux, donc pour moi le process idéal c'est quand on passe par les réseaux sociaux d'avoir un ciblage relativement large. On a parfois tendance à se dire il faut absolument que je cible tel métier bien précis. Alors oui, quand on recherche un cadre, un ingénieur spécialisé dans telle technologie, pourquoi pas, ça a du sens. Bien sûr. Mais très souvent quand on recherche dans les métiers de terrain, un manutentionnaire, j'ai pas forcément besoin d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience en manutention dans la mesure où ce sont des métiers qui vont s'apprendre sur le tas et je vais surtout avoir besoin d'un état d'esprit, d'une motivation, d'une disponibilité. Donc ici, ce que j'ai envie de dire, et c'est souvent quelque chose auquel on pense pas, c'est d'avoir un ciblage relativement large. Ne pas se fermer des portes. Il y a énormément de belles histoires d'un individu d'un secteur qui se dit « Ah tiens, je pensais pas que ce secteur pourrait me correspondre. J'ai jamais été curieux à propos de ce type de métier. J'y vais
Et puis je découvre des super opportunités. On a des histoires magnifiques de personnes qui changent de secteur, même parfois de localisation. Bien sûr. Voilà. Donc déjà, je dirais dans le process idéal, c'est Ça va un vite. ciblage assez large, se donner de l'espace. Et je dirais presque c'est la créa, donc on parlait tout à l'heure de la vidéo, ce genre de choses, Ouais. qui va donner envie et qui va elle-même créer ce filtre. Ok, en étant beaucoup transparente évidemment, enfin, Exactement. pas en tout cas à vendre du rêve, mais qui va donner envie de dire tiens, je vais aller me renseigner. Exactement. Cependant, il faut être efficace. Donc là, c'est fini les job descriptions qui font 3 pages, il faut un truc qui soit rapide, qu'on aille droit au but, qu'on explique le blabla. En fait, les gens n'ont pas le temps. On est sur les réseaux sociaux, ça va vite, donc il faut être De fou. droit au but. Et de la même manière, on en parlait tout à l'heure, un formulaire de candidature qui soit évidemment adapté au mobile, parce que là, tout se passe sur mobile, mais seulement quelques questions qui permettent Oui, de donc valider. même pas de CV quoi. Même pas de CV. Enfin, c'est quoi les stats? Genre, je sais pas, sur 100 candidatures qui passent par CESA, il y en a combien qui ont des CV, où tu demandes des CV? Zéro. Quasiment, ouais, zéro. C'est genre 0-0 quoi. C'est zéro. On va dire que dans l'acte de candidature, il y a Ah, zéro ok. demande de CV. On peut lui demander après. donc Exactement. c'est À bon. travers de la plateforme, il y a des recruteurs qui demandent malgré tout dans une deuxième étape Oui. un CV. C'est ouf. Mais la candidature, en fait, c'est assez simple. Fais candidater quelqu'un sur Facebook, demande-lui un CV, tu vas voir ce qui va se passer. Flemme. Bah, déjà, il est où? Est-ce qu'il est à jour? Toi, Faut que tu je trouves te pose dans la tes question. trucs. Tu as ton CV sur ton téléphone, facilement accessible en PDF. Aucune idée. Après, bon, enfin, Voilà. un moment que je cherche, enfin, 2-3 ans que je cherche plus de job, mais oui, c'est hyper chiant, il faut que tu cherches, et donc tu vas le télécharger. Et en fait, t'abandonnes et tu passes à autre chose. Et je vais te dire autre chose. On est aussi face à des candidats qui n'ont pas de CV, qui ne savent De pas fou, forcément bien sûr. faire un CV. Mhm. Et demander un CV, c'est presque se limiter à un certain nombre de candidats, alors que Bien ne sûr. pas demander de CV et juste poser les quelques questions, ça permet d'avoir un spectre beaucoup plus large. Et on en parlera juste après, c'est un truc qui est important pour toi, si tu disais, c'est le rôle sociétal que tu vas avoir. Tout à fait. Du coup, là, tu as un rôle anti-discrimination parce que du coup, tu n'as pas le filtre du CV, les filtres d'orthographe, les filtres de photos, de nom de famille, de localisation, etc. etc. Tous les facteurs de discrimination que tu as sur un CV, mais ça, on y reviendra après. Donc, du coup, la personne à contacter, qu'est-ce qui se passe après? Donc, la personne postule, elle est là, genre, c'est bon, la vidéo me donne envie, je suis prêt à donner une chance, j'ai pas besoin de mettre mon CV, donc je suis trop content. C'est quoi la suite? Ouais. Alors là, c'est le job du recruteur. Et là, Oula, ça se complique. notre techno et notre plateforme, elle permet d'aider le recruteur à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Et quand ça se passe bien, le process, c'est un recruteur qui est alerté s'il reçoit un candidat qui match. Et là, alerté, c'est carrément, il va recevoir un SMS, il va recevoir un email qui va dire « J'ai une pépite qui vient de tomber, il faut l'appeler maintenant ». Et donc là, la personne généralement se connecte à la plateforme. Il y a une prise de contact qui est faite par le recruteur, dans la foulée de la candidature, idéalement, pour finir la préqualification très souvent par un premier échange téléphonique, ou validation d'un certain nombre de soft skills, parce qu'il faut s'assurer quand même de la disponibilité, etc. Une mise en entretien, mais parfois même si la personne a du temps, pourquoi pas enchaîner sur un entretien, mais très souvent une mise en entretien, idéalement dans les 24 heures, si le candidat est pertinent. Et puis, le candidat, là, va être briefé, va recevoir des informations, notamment par SMS, pour s'assurer de maximiser ses chances de réussite à l'entretien. Avec le manager qui l'aura, enfin l'opérationnel qui est en charge du besoin, quoi. Exactement. Et donc là, il va ensuite être pris en entretien. Ouais. Et nous, ce qu'on observe et ce qu'on recommande, c'est carrément d'être capable de faire une offre en moins de 48 heures. Et donc ton process, il peut durer en tout et pour tout moins d'une semaine. Il peut durer 48 heures. Il peut durer 48 heures, ok. C'est ce que tu observes ou c'est ce que tu conseilles aux entreprises ou c'est ce que tu vois en termes de stats, tu vois? Alors, j'aimerais que ça soit ce que je vois en termes de stats, c'est ce que je vois dans les best in class. C'est-à-dire qu'on a quelques clients qui aujourd'hui ont fait du recrutement un objectif d'entreprise, parce que ça y est, le recrutement est enfin à un niveau de direction générale. De fou. Parce qu'en fait, je te donne un exemple, quand tu fais de la production agroalimentaire en Bretagne, si tu manques de personnel, ta chaîne de production, elle est à l'arrêt. De la même manière, quand tu es dans une société de transport, si tu n'as pas de conducteur de poids lourd, s'il n'y a pas de mécanicien pour réparer les poids lourds, tes poids lourds sont à l'arrêt et ton activité ne tourne pas, donc tu ne fais pas de chiffre d'affaires, etc. Et donc les directions ont pris conscience que le recrutement était clé et dans un cadre compliqué sur les métiers pénuries, dans les zones compliquées, elles ont pris le problème à bras-le-corps et il y a des entreprises qui ont considéré qu'il fallait désormais être hyper réactif et pour gagner la guerre du recrutement face à des concurrents qui sont de la même manière assez motivés parce que c'est la concurrence, c'est la guerre, il faut faire du recrutement en 48 heures. Et donc, on a des personnes qui sont dédiées à recruter sur certains postes extrêmement tendus, qui sont rappelés immédiatement, qui sont mis en entretien immédiatement. Et quand le candidat est réactif, le recrutement est hyper efficace. De ce que tu me dis, ça parle plus à ce que fait une boîte d'intérim, presque. Tu as le droit de mettre un joker à ma question que je vais te poser. Comment te voient les agences d'intérim ? Alors, les agences d'intérim nous voient comme
des partenaires, je dirais, dans la mesure où beaucoup d'entre elles travaillent avec nous. Ok, Parce qu'en trop bien. fait, on leur apporte des candidats qu'elles n'arrivent pas forcément à sourcer. Donc ça a quand même Oui, beaucoup par de manque valeur. de temps, des fois, ou de compétences, hein, Voilà. tu vois, genre... Et il y en a même certaines d'entre elles qui utilisent notre technologie, enfin, la plateforme d'automatisation, parce que ça les rend beaucoup plus efficaces. Bah ouais. Et que malheureusement pour elles, alors je vais pas les citer, mais il y en a certaines qui utilisent des outils qui ont été créés dans les années 90 et qui littéralement ne veulent plus y toucher. Ouais. Et donc ils passent par notre Bah ouais, techno logique. pour le faire. Trop bien. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples concrets, genre d'un client, t'es pas obligé de le nommer, mais entre un avant et un après avant, genre, c'est j'ai pas de candidat, mes process sont lents, ça marche pas, et Ouais. après, c'est je suis trop content, je suis le meilleur client du monde. Je suis Alors pas- j'ai des exemples concrets, effectivement. Je pense à un acteur justement, qui cherchait à recruter des manutentionnaires, qui en moyenne recrutait entre à peu près 45 jours, et Ok. en utilisant à la fois... alors, il avait même un double problème, c'est qu'il avait du mal à être efficace, mais surtout il n'était pas efficace parce qu'il n'avait pas suffisamment de candidats. Dans les zones géographiques qui sont littéralement, tu sais, les grands bâtiments, les grands entrepôts pour faire de la manutention, Ouais. c'est souvent dans les zones complètement perdues, on les voit quand on passe sur l'autoroute, mais il n'y a personne qui est dans le coin, et donc en fait, attendre que les candidats viennent à nous dans ces zones-là, c'est compliqué. Donc déjà, d'aller utiliser les réseaux sociaux pour sourcer ces candidats, ça a généré d'un coup beaucoup de monde. Et ensuite, mettre en place des processus hyper efficaces, ça a permis de faire avancer le schmilblick et de recruter assez vite. Et je crois que sur ce client, on a multiplié par 7 le taux de recrutement, parce qu'on est quasiment sur des recrutements qui se font en 2 ou 3 jours. Quand tu dis multiplié par 7, c'est-à-dire le nombre de candidatures, Alors, ouais, en fait, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que nous, on introduit énormément de KPI. Ouais. Et donc, les premiers KPI qu'on va suivre, c'est déjà le volume de candidats. Combien on a géré les candidats, Ok. à quel coût. On parle de coût à la candidature. Ensuite, Ok, c'est ton coût d'acquisition en fait. coût d'acquisition, CPA, coût d'acquisition. Ensuite, on va s'intéresser au taux de traitement. Est-ce que les candidatures ont été traitées à 100% ou pas? Et c'est un premier objectif qu'on va donner aux équipes de Ce de qui engage recrutement. une perte d'argent parce que je sais pas, tu payes je dis n'importe quoi 20 euros par acquisition de candidats. S'il y en a 14 que tu traites pas, du coup, bah bam, tu perds du 280 euros. Bah, et c'est tout le sujet, effectivement. Mais ça, c'est un sujet a priori qui existe depuis un bon nombre d'années. En particulier, quand on va chercher des candidatures sur les réseaux sociaux, on va chercher des candidats passifs Oui. qui vont naturellement nous coûter un peu plus cher qu'un candidat qui vient à nous. Mais en fait, on n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas de candidat. De Donc, fou. il faut bien utiliser une méthode pour le faire. Donc, c'est encore plus dommage de les laisser dans le coin. Et donc, on a ce KPI-là qui est traitez-vous les candidatures. Ok. Est-ce que vous les traitez à 100%? Ok. Et puis, on rajoute une dimension qualitative, c'est en combien de temps vous les avez traités. Ok. Donc là, ce qu'on essaie de fixer à nos clients, c'est 100% des candidatures doivent être traitées, et idéalement doivent être traitées dans les 24 ou 48 heures. Parce qu'on ne veut pas laisser un candidat sur la touche pendant une Bien semaine, sûr. 2 semaines, sinon à nouveau il nous oublie. Parfait. Ensuite, on a la capacité de prendre ce candidat et de l'amener dans les étapes d'après. Donc là, ça va dépendre du process de chacun, mais est-ce que c'est entretien collectif, entretien individuel, etc., etc. Donc on en est où sur ces taux de passage? Et ensuite, on regarde le taux de recrutement. Combien de candidats ont été recrutés par rapport au nombre de candidats reçus? En moyenne, on tourne plutôt entre 1 et 2% dans la vie classique. Quand les clients utilisent correctement notre approche, on tourne plutôt autour de 10%. Ok. Donc en fait, alors là c'est presque plus que c'est encore plus que x7, mais on est capable de multiplier par 10 le taux de recrutement, ce qui veut dire que tu recrutes 10 fois plus. Ok. Et donc ce qui veut dire in fine aussi, pour le même coût, tu recrutes 10 fois plus, donc tu divises par 10 ton coût recrutement. C'est trop bien, et donc tu as plein de stats que tu mesures, et ça souvent c'est vrai que beaucoup d'entreprises de base, alors même quand tu as des équipes de 15 recruteurs recruteuses, n'ont même pas forcément accès à ces stats là. Comme tu dis, les ATS / outils archaïques, moi j'en croise tous les jours chez mes clients. À chaque fois je pense que mes premiers cheveux blancs ont commencé quand j'ai vu des ATS moches que je ne citerai pas. T'es là genre mais vous utilisez ça au quotidien? Donc du coup ça aide d'avoir un bon outil, ça aide d'avoir des stats. Question pour toi, pareil, tu as le droit de mettre un joker. C'est quoi à peu près le coût moyen que tu as? Genre je sais pas, demain je suis une boîte qui fait qu'est-ce que je vais faire, de la menuiserie vers Saint-Etienne. J'ai une boîte de 20 personnes, j'ai besoin de recruter. Ça m'a coûté combien grosso modo en moyenne de recruter un candidat? Est-ce que tu saurais le dire? Tu as le droit de mettre un joker, c'est trop compliqué. Je vais te mettre un demi-joker, c'est qu'en fait ça va dépendre d'énormément de choses. Déjà, tu l'as dit, Saint-Etienne, est-ce que ça va me coûter plus cher de recruter potentiellement à Saint-Etienne que de recruter à Paris? Plus il y a de concurrence, plus du coup tu vas recruter. De concurrence, de nombre de personnes disponibles, etc. Okay. Ça va dépendre aussi du métier. Si c'est des menuisiers, ça va me coûter plus cher un menuisier qu'un cariste, Ouais. qu'un manutentionnaire, qu'un opérateur de production, par exemple. Donc
on a des matrices en interne qui sont capables déjà de nous estimer le coût à la candidature. Ok, trop bien. Et ensuite, on applique, vu qu'on traque toutes les étapes, on a à peu près des moyennes par secteur, par type de métier, etc. On est capable ensuite d'estimer des coûts au recrutement. Mais il y a une autre variable qui rentre en compte dans le recrutement, c'est donc, est-ce que le process est efficace, clair, etc. Et ensuite, est-ce que l'offre est intéressante. Si elle est payée 80% plus basse que le reste du marché, ça va être compliqué. Okay. De la même manière, si le salaire est OK, mais derrière les conditions sont géniales ou c'est proche du bureau de l'habitation du candidat, on va accroître nos chances. Je dirais qu'en moyenne, on peut recruter entre 300 €. Mais même parfois, on a des campagnes, on recrute à 50 €. Parce que c'est hyper efficace, parce qu'on a beaucoup de volume et tout ça. Et on peut aller jusqu'à quasiment 10 000 € en recrutement, mais sur des métiers très compliqués, très pénuriques. C'est quoi les plus mais durs tout le monde est content. Bah oui, pour 10 000, c'est galère. Je te donne des exemples. Alors on part aux US parce que la boîte est européenne et américaine. Et je connais plutôt bien le sujet américain maintenant. On parle du secteur du transport aux États-Unis. On recrute des poids lourds, des chauffeurs poids lourds. Le métier est extrêmement pénurique parce qu'en fait, tu traverses les États-Unis tous les jours. Tu ne dors chez toi qu'un jour par semaine. Sur des routes qui sont dangereuses, mal entretenues. Tu dors dans des motels. Voilà, donc tu dors dans ton camion surtout. Oui, dans ton camion, de fou, oui. Donc c'est des métiers qui sont très compliqués. Il n'y a plus personne qui va faire ce métier-là, parce qu'en fait c'est très souvent des anciennes générations, entre guillemets, qui bossent là-dessus, mais les nouvelles générations ne veulent pas du tout de ça. Et on est sur des boîtes qui... donc un premier fait intéressant, c'est que du coup le salaire du chauffeur poids lourd a augmenté énormément parce qu'il n'y a plus personne qui va faire ça. Offre à la demande. Voilà. Donc les chauffeurs poids lourds sont payés 150 000 $ quand même par an. C'est un bon deal. Voilà. Je peux devenir chauffeur poids lourd aux US si tu as une boîte qui recrute, je suis sûr. Mais alors il faut que tu passes ta license, mais sinon tu pourrais. Et les entreprises, quand ils manquent de chauffeurs poids lourds, ont des manques à gagner qui sont considérables. Ils perdent 500 000 $ par an. Et donc, ils sont clairement prêts à payer 10 000 $ le recrutement parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, on a des clients aux États-Unis qui sont des toutes petites boîtes qui recrutent 5 chauffeurs poids lourds et qui sont prêts à payer 50 000 $ pour recruter 5 personnes. Parce que c'est ultra rentable de le faire. Voilà. Et puis surtout, avoir un camion qui traîne dans un hangar, tu perds énormément d'argent, quoi. Alors, je parlais des US juste après. Avant, j'ai une mini question pour clôturer un peu ce côté KPI et parler des US. C'est, est-ce que tu arrives aussi à mesurer... alors, nous, avec Élise, j'ai défaussé ton truc qui était derrière pour nous chauffer. Avec Élise, on aime beaucoup parler du quality to hire, qui est notre KPI préféré. En gros, c'est mesurer la qualité d'un recrutement. Donc à plus 3 mois, plus 6 mois, non pas les périodes d'essai validées ou pas, parce que ça c'est pas vraiment pertinent en fait, c'est plus administratif. C'est est-ce que le manager / le candidat sont contents d'être là, tous les deux, contents d'avoir recruté, contents d'avoir été recruté. Est-ce que tu arrives à mesurer ça et en gros à dire un candidat qui est recruté via les réseaux sociaux va potentiellement être plus efficace / rester plus longtemps, ou c'est beaucoup trop poussé déjà? Parce que c'est hyper dur à faire tout ça. Alors je vais pas te mettre le joker maintenant, mais pourrait. Disons déjà que quand on a la capacité à mesurer un coût recrutement, on est déjà content. Mais de fou. N'oublie pas mes clients, on n'est pas en train de travailler avec des startups hyper équipés qui ont des KPI dans tous les sens. Qui n'a pas de RH, qui fait ça dans son coin. Alors, soit c'est effectivement la boîte américaine de 20 personnes qui recrute des truck drivers, et donc c'est le dirigeant qui fait tout. Soit on bosse avec des grands groupes internationaux où il y a des milliers et des milliers de recrutements. Et donc en fait, tu l'as dit toi-même, les systèmes sont parfois archaïques, le tracking est très mal fait, et donc on a beaucoup de difficultés à mesurer les choses. Il faut ton suivi post-onboarding, c'est ce qui est le plus dur à avoir. Tu vois. Le suivi post-onboarding, il est encore plus compliqué, et très souvent, alors on a... en fait, quand il y a beaucoup de recrutement, on perd la visibilité. Quand on recrute 150 personnes, d'aller faire ensuite le suivi individuel, il est quand même très compliqué. Donc on n'a pas dédié presque de gens qui font ça. Voire tu pourrais faire avec un bot, tu vois, genre il y a demain qui pourrait demander aux gens à plus 6 mois comment tu te sens, est-ce que tu es heureux, pas épanoui, blablabla. Ce que je peux dire cependant, c'est qu'on a discuté avec des candidats qui ont été recrutés, et ce qui est intéressant, c'est que ça crée des belles histoires de personnes qui changent de secteur, de personnes qui découvrent un métier qu'ils ne connaissaient pas, et donc je sais pas si ces personnes vont rester plus longtemps ou pas, est-ce qu'elles seront plus performantes ou pas, j'en sais rien, mais très souvent c'est des personnes qui ont l'impression que l'entreprise est venue à eux, et donc il y a un petit gage de satisfaction, tu vois, comme quand tu te fais chasser sur LinkedIn, au début, les premières fois que tu te fais chasser sur LinkedIn, tu te dis « Ah, mais trop content !» Bon, il y a un peu ce sentiment-là,
Et en plus de ça, c'est un sentiment que ces personnes dans les métiers de terrain n'ont jamais vécu. Donc ça donne un peu un ego boost, entre guillemets, et ça crée des belles histoires, parce que tu travailles sur un sujet que tu connaissais pas, quoi. Camille, t'es incroyable parce que tu m'as refait une transition vers la question suivante que j'allais te poser. Donc, encore une fois, je vais repartir manger du chocolat et te laisser faire, c'est génial. La question que j'avais du coup pour toi, t'as commencé à l'aborder et donc du coup, on va creuser ensemble. Mais t'as un rôle en fait qui est plus fort aujourd'hui que juste du recrutement. Tu disais les gens qui sont jamais chassés de leur vie, grâce à toi, peut-être que c'est la première personne qui va aller les chasser entre guillemets. Et donc ils vont se dire mais trop bien, je me suis contacté, c'est génial. Et l'ego boost, il est fort. Et tu vois là, on va rejoindre. J'ai enregistré un épisode avec une personne qui bosse dans l'intérim. Pareil, on parle jamais d'intérim sur tous les podcasts français, enfin francophones, on parle pas du tout de l'intérim, alors qu'en France c'est un volume énorme de la part des recrutements que tu vas faire. C'est quoi ton rôle que tu vas avoir un peu sociétal / social / comment t'aides les candidats, outre aider les entreprises à staffer, comment t'aides les candidats? Alors, effectivement, déjà, c'est comme tu l'as dit, de créer des opportunités qui n'auraient pas forcément existé parce que les gens ne cherchaient pas un boulot, soit ils étaient déjà en poste, soit parfois on est face à des gens qui sont découragés, au chômage, qui ne s'intéressent pas à ce secteur-là, par exemple. Donc, aller aux candidats via les réseaux sociaux perso, c'est premièrement la capacité de créer des opportunités, de permettre aux candidats de découvrir des nouvelles entreprises, des nouveaux secteurs, des nouveaux métiers, et de s'ouvrir à de nouvelles carrières. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième aspect, c'est de proposer aux candidats, avec nos clients, des processus de recrutement qui soient efficaces, qui soient clairs, qui soient rapides, parce que c'est quand les cadres, on est parfois ghostés et on attend des mois et des semaines avant d'avoir des retours. Je te laisse imaginer que c'est la même chose en pire pour ces métiers de terrain. On est très souvent sur des candidats qui n'ont pas de diplôme, qui vont postuler à un métier et qui n'auront pas de réponse après avoir candidaté à beaucoup d'offres d'emploi. Donc on va aussi bosser sur cet aspect-là, qui est offrir un processus rapide, offrir une réponse dans 100% des cas, ne pas ghoster le candidat. Okay. Tu l'as dit tout à l'heure, oui, parfois ça prend du temps de dire non, mais avec notre approche, tu as juste à cliquer sur un bouton qui est Comment non. Comment tu t'en assures que les recruteurs / les dirigeantes fassent bien ce job de répondre à tout le monde? Tu réponds à leur place, ils le font pas? Alors, on répond pas forcément à leur place, mais c'est beaucoup plus simple en cliquant sur un bouton qui est refusé. Tu sélectionnes pourquoi il était refusé. Le candidat derrière va recevoir un SMS qui va lui dire merci pour votre candidature. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour telle ou telle raison. Et nous, derrière, on est capable de le traquer et on est capable de mettre, entre guillemets, un peu la pression en disant attendez les gars, nous, on ne vous apporte pas de candidats supplémentaires tant que ceux-là n'ont pas été traités. Ok, trop bien. Ouais, une sorte de chantage un peu, mais... Alors, je sais pas si c'est du chantage, mais en tout cas, on appuie là-dessus en disant attendez, vous voulez toujours plus de candidats, vous les recrutez plus. Là, il y en a encore 50 qui n'ont acquis. Voilà. Donc, mais ça, c'est une excellente idée. Tu vois, j'ai jamais pensé, mais ça devrait paraître en interne. Enfin, quand tu es recruteur interne et que tu as un manager qui n'a pas vu les 50 CV que tu lui as envoyés, il faut arrêter d'en envoyer d'autres. Tu mets pause, tu leur dis traite, et ensuite j'irai t'en envoyer d'autres. Enfin, c'est tout bête comme système, et en même temps efficace. Souvent, les solutions je te parlais de rapidité également, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'on est parfois sur des individus qui sont dans des situations précaires, et attendre 1 mois et demi, 2 mois avant d'avoir une réponse, et idéalement une réponse favorable, ça pèse. Et donc quand on est capable d'offrir un emploi en 48 heures, en moins d'1 semaine, ça fait aussi la différence. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour les candidats. Et comme je le disais aussi, on va briefer les candidats. Donc il y a une phase qui est très souvent quand dans la plateforme le candidat est mis en entretien, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un entretien qui est prévu avec l'entreprise, le candieur va recevoir un SMS ou un email, très souvent un SMS parce que c'est beaucoup plus ouvert que l'email et c'est plus simple, qui va alors c'est de l'intelligence artificielle, donc ça reste encore pas suffisamment custom, mais on travaille aussi là-dessus. On va lui rappeler pour quel job tu as candidaté, qu'est-ce qu'on attend sur ce type de job, un rappel de l'entreprise, pour le préparer à l'entretien. Alors, on n'est pas un coach qui va avoir une relation one-one avec lui, mais à minima, on lui met à disposition des éléments de contenu qui lui permet d'augmenter légèrement ses chances en entretien, parce qu'on lui a réexpliqué comment se déroule un entretien, qu'est-ce qu'on attend sur ce poste, etc. etc. Si ça permet d'accroître un tout petit peu les chances de recrutement, c'est déjà énorme. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que le recrutement, c'est un cercle vertueux, à mon sens. Plus les candidats sont informés, plus les candidats sont préparés, avec des grandes guillemets, et de l'autre côté, plus le recruteur traite ses candidats correctement, plus il y a de recrutement. Bien sûr.
Et plus il y a de recrutement, plus les gens sont contents. Et tu rétablis une certaine forme de confiance dans ce processus de recrutement qui souvent, enfin tu vois, quand tu demandes aux recruteurs, ils disent les candidats sont tous des divas ou tous des feignants ou me répondent jamais. Quand tu demandes aux candidats, ils te disent les recruteurs, ils me saoulent. Et tu vois, moi en permanence, quand je parle de acteurs entre guillemets de tout ça, c'est toujours la même chose. Tout le monde en a marre en fait de l'autre côté de la barrière. Là, du coup, tu peux aider à ça. Donc, t'aides les candidats en les coachant, en les préparant. Comment t'aides les entreprises tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais c'est quoi en gros les quelques conseils que tu leur donnes? Ok, on va recruter ensemble, je vais vous aider. Parce que tu as des gens, je pense, t'es le premier interlocuteur recrutement à qui ils parlent. Tu vois, une petite boîte dans la diagonale du vide en France, une TPE, elle n'aura pas de cabinet de recrutement à sa dispo, elle parlera pas à l'APEC parce qu'elle recrute pas de cadre, etc., etc. Donc, tu es peut-être la première personne qui leur parle, qui est expert recrutement. Comment tu les prépares à recruter? Quels conseils tu leur donnes? Alors, le conseil qu'on leur donne, c'est de mettre noir sur blanc le processus de recrutement qu'ils veulent avoir en place. Très souvent, il faut essayer de le simplifier le plus possible aussi, parce qu'on a tendance à tout complexifier. Mais donc, c'est d'être préparé sur un process, transparent vis-à-vis du candidat, expliquer également ce qui va se passer, réactif et engageant. Moi, très souvent, notre techno, on s'inspire de ce qui se fait aux US. On dit qu'on est une Candidate Engagement Platform, donc c'est une plateforme qui permet d'engager le candidat. Et en engageant le candidat, on augmente ses chances de recruter. Et donc, en fait, on éduque les entreprises en les poussant à mettre noir sur blanc ce process et ensuite à mesurer les différentes étapes. Tout à l'heure, je te parlais des différents KPI, taux de traitement, taux de mise en entretien, time to hire, etc., etc. Ça, c'est aussi des métriques qu'il faut suivre. Et si, petit à petit, on arrive à cocher ces cases et être efficace sur chacune des étapes, il n'y a pas de... A priori, ça va dérouler et on va réussir à recruter correctement. Trop chouette. Après, on est en France pas encore sur un modèle américain où le recruteur est managé comme un commercial. Oui. Et il y a des avantages et des inconvénients, mais ça fait pas de mal d'avoir enfin un peu des KPI à suivre parce que très souvent le recruteur est loin de la logique un peu business pure et ça permet cependant de valider qu'on est efficace, quoi. C'est quoi, du coup, tu dirais, tu parles des US, les 2-3 grosses différences que tu vas voir? Déjà, je pense, un truc, c'est genre aux US, c'est le genre you fired, genre du jour au lendemain, tu peux virer les gens, et du coup, forcément, c'est plus dynamique. Nous, en France, on a les préavis, les trucs comme ça, assez lents. C'est quoi les grosses différences que tu vois avec le marché US? Tu l'as dit, effectivement, le cadre légal américain est complètement différent. En fait, aux États-Unis, il n'y a pas de contrat de travail. C'est une engagement letter et donc ça tient sur 10 lignes. Il y a la capacité de faire partir les gens beaucoup plus facilement. Donc, et puis surtout, les gens ont la capacité de partir beaucoup plus rapidement. Sur les métiers de terrain, les gens disent je quitte mon entreprise, enfin je quitte la boîte, ce soir je suis plus là. Et donc, le recruteur, les équipes en face, elles ont cette nécessité structurelle d'être réactives, efficaces. En France, ton collègue s'en va, surtout les cadres, on a 3 mois pour le remplacer. Oui. Parfois, on n'y arrive pas toujours, puisque de l'autre côté, la personne a un préavis et tout ça. Mais aux États-Unis, légalement, je dirais que la conjoncture et le cadre légal a fait que c'est beaucoup plus réactif, beaucoup plus dynamique. Donc le recrutement aux US, il s'inspire énormément de la culture commerciale. Ouais, on a très souvent des équipes de talent acquisition, donc c'est vraiment un métier. Alors je rentre pas dans le cliché, mais en France, les équipes RH, elles ont une partie recrutement, mais elles sont quand même rattachées au sein des ressources humaines et des fonctions très administratives. Aux États-Unis, il y a la direction du talent acquisition, elle est rattachée directement à la direction générale et elle est dissociée. Au BU, exactement. Tout à fait. Elle est dissociée des fonctions RH administratives, ce qui fait que le mindset est différent, les objectifs sont différents. Il y a une culture qui est différente. Le passage du commercial au recruteur est beaucoup plus fort aux US et eux sont drivés par les objectifs, sont drivés par les primes. Les primes, ça va être tu dois faire tant de recrutement et à chaque recrutement, tu gagnes de l'argent. Donc, ce qui fait que cette culture est beaucoup plus efficace et surtout, alors il y a évidemment des écueils à tout ça, mais on a cet état d'esprit dédié recrutement, primes, chiffres et ça va plus vite. Et je te donne même un exemple, on parlait tout à l'heure du secteur du transport qui est extrêmement pénurique aux États-Unis, il y a des forts turnovers aussi. On a des clients qui ont dédié des call centers au recrutement. C'est-à-dire que nous, quand on travaille avec des clients, le candidat n'est pas renvoyé vers un petit formulaire de candidature. Le candidat clique sur un bouton, ça déclenche un appel. Face à lui, il a un recruteur. Et dans la foulée, il passe un entretien de recrutement. Et après ces 10, 15, 20 minutes de conversation, il a une job offer. C'est ouf. Et très souvent, pour motiver le candidat, il a un signing bonus
parce que s'il commence dès demain, il a une prime, et puis si dans 6 mois il est encore là, il a une deuxième prime. Ouais. Donc voilà, donc c'est une culture qui est déjà beaucoup plus transparente aussi sur l'argent, ce qui parfois drive quand même pas mal les choses. Et le lendemain matin, il a commencé son nouveau job. Donc il a quitté son camion le soir, et le lendemain, il rentre dans un nouveau camion et il bosse pour une autre crèmerie. Voilà. Ouais, ça c'est ouf comme truc. Et alors voilà, pour le meilleur comme pour le pire, je sais pas si ce serait directement applicable en France pour plein de raisons. Mais t'as des pays, enfin, tu vois, genre, on a beaucoup de clients en Suisse où c'est un peu un mix des deux mondes. T'es un peu hybride, où c'est à la fois plus précaire les jobs et en même temps t'as quand même un peu de protection. C'est un peu un modèle qui fait la. Alors je sais pas s'ils prennent le meilleur des deux mondes, mais en tout cas c'est un peu intermédiaire entre les deux. Et chaque pays là-dessus a son propre chose. Dernière question pour toi, pour ouvrir sur la fin de l'épisode. C'est quoi ton endgame? Demain, ton rêve, on en a pas parlé au début avec le rêve que tu avais, mais là, c'est où est-ce que tu aimerais aller demain avant, je sais pas, de passer à autre chose et d'être chocolatier full time? Alors, moi, je sais pas si c'est un endgame, mais d'un côté, on voit ce qui se passe sur l'IA. On aurait envie d'avoir un recrutement full IA, sans intervention humaine, hyper efficace, complètement asynchrone. Il commence à y avoir des sujets comme ça, on les regarde aussi, on expérimente des choses. Je sais cependant à quel point c'est nécessaire d'avoir une intervention humaine. On a mené une enquête, je te disais, il y a une grande partie des candidats qui surprenamment sont assez pour être recrutés via IA. Okay. J'ai été assez surpris, je crois que c'est 70% des candidats qui sont OK avec ça. Sur tes publics à toi oui, c'est sur des publics métiers de terrain. Okay. Je pense cependant qu'on passe à côté de quelque chose en mettant de côté le recruteur. Donc moi, mon objectif, évidemment, c'est de trouver un juste milieu avec une technologie qui permet de gagner en efficacité, en réactivité et d'aider sur toutes les tâches un peu répétitives et permettre justement aux recruteurs de se concentrer sur la core value, quoi, la tâche à forte valeur ajoutée, parce que l'humain est absolument nécessaire dans un processus de ressources humaines, en l'occurrence. Et donc, trouver le juste milieu entre une IA boostée à fond qui permet d'être super efficace et un humain qui ne passe son temps que sur les tâches à forte valeur ajoutée et qui arrête de perdre du temps dans des outils mal faits et à faire des choses répétitives, quoi. On ne citera pas certains logiciels auxquels on pense et qu'on a en tête qui sont tout gris et moches et pas utilisables. Merci pour tout ce que tu as donné comme exemple, comme valeur, comme conviction sur le recrutement, c'est trop chouette. J'ai 3 questions pour toi pour finir l'épisode que je pose à tous les invités de la saison 3. La première, tu te retrouves paumé, du coup on parlait des plantations de chocolat, tu te retrouves au milieu du Pérou, ça va pas être une île déserte, t'es vraiment au milieu du Pérou, t'as pas de réseau, tu sais pas où t'as pas de GPS, t'es vraiment perdu et pendant 1 mois tu vas errer tout seul jusqu'à ce que quelqu'un vienne te chercher. Qu'est-ce que t'as comme truc pour t'occuper sur place? Qu'est-ce que tu prends en vidéo, en podcast, en livre, en ce que tu veux? Alors, évidemment, je prendrai des choses pour essayer de survivre, mais si je vais sur une note un peu plus légère et un peu plus RH, ce que je prendrais en ce moment, c'est littéralement mon ordinateur avec la série Severance. Je sais pas si tu l'as regardé. Donc il y a la saison 2 qui est sortie récemment. Severance, typiquement, c'est une série que je pense que tous les RH devraient regarder, puisque le pitch, c'est on est dans une société un peu dystopique, mais quand même relativement réaliste. Et les humains ont une puce dans le cerveau qui fait que au bureau, ils sont une personne, et quand ils quittent le bureau, ils sont la même personne physiquement, mais une autre personne dans leur tête. C'est l'équilibre vie pro, vie perso au max, quoi. Exactement, ils ont un split complet et ils ne savent pas ce qui se passe au bureau quand ils sont chez eux et inversement. Et donc, il y a des situations assez rocambolesques. Mais ça interroge effectivement sur le monde du travail, sur l'équilibre vie perso, vie pro. Notamment parce que dans leur cadre de travail, alors on comprend pas exactement ce qu'ils font, mais ça a pas l'air d'être très passionnant. Même si, et en l'occurrence, c'est des white collars, hein, c'est des cadres, mais on comprend pas trop ce qu'ils font. Mais voilà, donc cette série que je m'empresse de regarder la saison 2 parce que c'est assez intéressant et en l'occurrence, ça soulève des sujets du monde du travail. Hyper philosophique, c'est hyper intéressant là-dessus, quoi. Et après, sur une note un peu plus légère, c'est un podcast US que j'aime bien qui s'appelle Chad and Cheese, qui est un podcast. Pour le coup, très à l'américaine, sans détour, très cash, avec beaucoup de How do you make joke. money? Give me more money, please. Genre, c'est ta part. What? Ouais, il faut un peu s'accrocher parce que parfois le langage est à la limite du vulgaire. Mais c'est deux Américains qui décryptent le monde des ressources humaines et l'actualité beaucoup des ressources humaines. Et c'est un bon moyen d'avoir
regard sur ce qui se passe sur le secteur. Voilà. Trop chouette. Merci pour ces 2 recos qu'on mettra évidemment en commentaire. Notre brillante monteuse Léa s'occupera de mettre tout ça bien comme il faut pour que les gens puissent aller écouter et regarder. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de Tam Tam? Moi, je fais toujours des recommandations comme ça, j'ai pas besoin d'aller sortir. Tu vois, c'est comme je fais de la fainéantise de podcasteur. C'est genre, allez-y, donnez-moi des gens comme ça, hop, je sais qui contacter. Tu me donnerais qui? Je pense que ça serait pas mal d'avoir des directions de ressources humaines justement dans ces métiers de terrain. Je pense à un de mes clients historiques très fidèles qui s'appelle Loïc Guillaume, qui est le DRH du groupe Steph. Alors Steph, c'est une société de transport frigorifique, c'est typiquement avec les initiales, qui est assez grosse en Europe et donc qui du coup transporte des produits froids dans des gros camions. Eux, toute la journée font du recrutement de métiers de terrain, des chauffeurs poids lourds, des mécaniciens, des agents de quai. Et c'est intéressant de se rendre compte de la réalité du recrutement dans ces métiers. Je ne pense pas que tu en aies eu beaucoup dans ces métiers-là. Non, mais trop bien. Ça pourrait être intéressant d'avoir un Il est regard. basé dans quel coin? Alors Loïc Guillaume, il est partout. Il est dingue. Non, mais c'est ça, c'est assez intéressant parce qu'en l'occurrence, c'est quelque chose aussi dont on parle. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est que dans le recrutement des métiers de terrain, il faut recruter très souvent partout. Là où il y a les opérations. Et les opérations, en général, elles sont partout. Donc il y a des centres logistiques aux 4 coins de la France. Et donc il est continuellement sur la route. Il a un abonnement plus SNCF, j'imagine. Mais donc il est continuellement sur la route. Donc je ne sais même pas où il est basé. Mais en tout cas, quand je le vois, moi, il est à Paris. Tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire avec lui un interview camion. Genre, on monte dans un camion Steph et genre, on va d'un point A à un point B, qui est pour le coup plutôt à peu de route, parce que si on se tape 6 heures de route, ça serait un peu trop. Mais ça pourrait être marrant, tu vois. Genre, on a le temps du camion pour faire l'interview et du coup, on pourrait aussi avoir l'avis du candidat qui serait le chauffeur en train de conduire. Bref, je pars toujours dans des délires comme ça. Trop bien, merci pour ça. Est-ce que tu as un mot de la fin, une dernière phrase, un conseil, ce que tu veux? Tu peux aussi me livrer ta recette magique ou ton chocolat préféré, ou j'en sais rien, ce que tu veux. Une phrase de fin, quoi. Une phrase de fin, je dirais prenez soin de vos candidats. Je dirais pas ils sont rares et il y en a de moins en moins, mais presque. Trop bien, j'aime cette phrase de fin. Tu sais que la toute première conférence que j'ai faite sur le recrutement, je la finissais par « Prenez soin de vos candidats, ils vous le rendront ». Ah bah écoute. Et donc on est raccord, donc incroyable. T'as même pas en plus stalké faut la trouver cette vidéo, elle est trop sur internet, c'est très 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 nul, tu verras. Si t'arrives à la trouver, je fais parler à un moment une peluche que j'avais avec moi sur scène et je suis parti en mode roleplay pété. Mais c'était drôle de faire des tests comme ça. Merci pour tout ce que t'as raconté pendant l'épisode, Camille, c'est trop intéressant. J'aime bien parce que, moi tu vois, un de mes batailles avec Tam Tam et du coup tu vas aider à cette bataille-là, c'est d'avoir des gens qui, un, c'est pas forcément que basés à Paris, deux, pas forcément dans des grands groupes, trois, qui ont une logique justement qui est pas forcément que sur du recrutement, quatre, dont on parle tout le temps, et d'avoir des gens du coup qui devraient plus prendre la parole et ou mettre en avant des choses chouettes qui se passent. Donc tu coches une partie de ces cases-là, sauf le côté Paris, vu qu'on enregistre à côté de Bastille. Mais du coup, trop chouette. Merci pour tout ça. Je pense que ça va plaire énormément aux gens qui nous écoutent. Et on mettra aussi ton profil LinkedIn si les gens veulent te contacter suite à l'épisode pour te dire merci ou juste pour te demander où est-ce qu'on peut commander du Racine Carrée. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Salut. À bientôt. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.